Voyez un écran blanc avec écrit «Qu'est-ce que le Digital Labor?» Merci Madame Ghislaine, parce que ça me permet d'enregistrer la petite vidéo, de la mettre sur sur YouTube de l'association Préfiguration, qui fait que vous pouvez réécouter, puisque nous étions en train de discuter avec les participants qui ont entendu déjà d'autres conférences cette année, et on peut écouter en ligne leur conférence préférée jusqu'à présent sur la pizza et la philosophie, avec un petit top 2 sur la pop culture et la philosophie. Puisque mon idée, c'est de prendre des objets de la vie d'aujourd'hui et de montrer à quel point la philosophie s'en charge, s'en occupe. On est dans un monde qui se transforme énormément et l'invitation du C19, elle me permet de prendre des objets qui sont très différents. Alors, école d'ingénieurs, lieu de fabrication de Fab Lab, égale pizza, et égale aussi ce petit livre que voici, qui coûte 6 euros. Alors là, on va être simple, puisque certaines Agnès qui suivent me disent des fois je ne comprends rien. Là, le langage, il est absolument clair. Les comptes rendus de ce livre que vous voyez sur l'écran de Dominique Cardon en fait, et Antonio Casilli, ce sont deux personnes qui ne sont pas d'accord. Et donc, le petit livre, il fait, je vais m'appuyer sur lui, 100 pages exactement, un petit article de Cardon, un petit article de Casilli, et puis un débat entre les deux sur qu'est-ce que ce serait que le Digital Labor, dont on est bien d'accord, personne ne sait rien aujourd'hui encore, ce qu'on va faire tout de suite. C'est assez simple en fait. Je fais toujours de cette façon-là, regarder comment Internet est arrivé et comment il a changé de présentation. Vous voyez, j'ai pris des captures de texte, des petits extraits vidéo. C'est-à-dire le Internet de ses débuts, des années 60 à 90, c'était un Internet libre, participatif, collaboratif. Et puis comment tous ces gens qui participaient à apporter du contenu pour le plaisir de partager, la gratuité, eh ben, ces gens-là font du travail labor digital, c'est-à-dire du contenu qui se développe. Ne serait-ce que ben, ce que je fais là, en le donnant en ligne, mais sur des activités encore plus précises, pointues, c'est là où ça va devenir un enjeu, c'est la partie 2. C'est que ben, même liker, même regarder quelque chose, va être un type de participation qu'utilise Internet à son intérêt. Et l'enjeu qui va opposer Cardon et Casilli, je ne pourrais pas résoudre leur discussion. Ces sujets-là existent depuis 2009 déjà, on va le préciser. C'est dans quelle mesure c'est un travail et dans quelle mesure ça pourrait être rémunéré. Vous avez bien entendu l'idée de liker pourrait être rémunéré, non pas parce qu'on veut absolument récolter de l'argent, ce serait peut-être dérisoire, mais surtout parce que le modèle économique est questionné, le modèle de ce que serait le travail, qui d'habitude est tourné vers l'extérieur. Là, je prends quelque chose, une pâte à pain, je la façonne, je fais du pain, je le vends. Là, on est dans quelque chose qui change, et c'est pour ça que le mot digital labor est intéressant. C'est que c'est à la fois quelque chose qui a l'air immatériel, de cliquer, de liker, de relayer, de faire des playlists. Par exemple, je suis sur Spotify, je classe mes chansons préférées, et puis je les mets en ligne, et puis d'autres peuvent le faire. C'est toujours ça qu'un entrepreneur ne fera pas, n'a pas à faire, et partager gentiment. Mais aussi une autre frontière qui est en train de se dessiner. C'est pour ça que ce sujet est très, très intéressant dans le cadre du C19 et dans le cadre de 2022 où nous sommes en télétravail. C'est que, en plus d'avoir l'air inoffensif de liker, ça ne me permet pas facilement de savoir si je suis en train de rigoler ou en train de travailler. C'est-à-dire que les espaces se sont séparés, télétravail. Voilà. J'ai découvert dans le monde de cette semaine que une question juridique s'était développée, qui n'est pas une question cynique, même si j'aime bien l'humour noir, mais c'est-à-dire, est-ce que si je meurs chez moi en télétravail, c'est un accident du travail? Une jurisprudence qui pose une bonne question. Mais si j'étais en train d'aller chercher un sandwich, est-ce que ça compte? Voilà, les nouvelles pratiques du travail changent la définition même du travail, donc le droit du travail, donc la défense du travail. Et c'est toutes ces questions-là qu'on va soulever en une petite heure. C'est assez simple et facile. Alors, Dominique Cardon, il a écrit un livre que je réanalyserai une autre fois qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes ?» Ce sera la dernière séance de l'année.
Mais on va faire un petit retour en arrière très mignon avec une série d'émissions qui ont été produites par Arte et qui font 5 minutes 23 d'habitude. On verra presque tout en 2 secondes sur l'ancêtre d'Internet. Voici l'histoire d'un monde avant Internet. Un monde où les jeunes sont en guerre contre l'ordre établi. Mais au lieu de manifester dans les rues, un petit groupe choisit de libérer l'informatique des mains des élites pour en faire un réseau pour le peuple. Cette série d'émissions parle du Minitel, parle des premiers systèmes de réseau, de fanzine, de la façon dont l'idée de réseau s'est développée. Mais ce que vient de dire l'introduction, qui se retrouve dans toutes les émissions, c'est aussi qu'il y a dans Internet une espèce d'idéologie qui est celle de la liberté, celle de la créativité et surtout celle d'être des alternatifs. C'est-à-dire de créer quelque chose qui ne serait pas dans le système. Voici, amis internautes, l'histoire de vos ancêtres oubliés. It's 1970 or 1971. At that point, technology was used for the military or industry, but it didn't serve people well. And we wanted that to change. Resource One is a community computer center. Elle n'a pas beaucoup changé. Trying to make technology accessible to people. The last 6 months we've been working on installing an XDS 940, which is a time-sharing system. What are you taking pictures of? You bringing the computer? Oh, yeah? Yeah. If we can train enough people that understand how this tool works, then maybe there's a way of exploring new ideas with technological tools. La technologie, pas dans les mains des fabricants industriels. Et la technologie, parce qu'elle a 2 faces, comme outil de formation pour s'émanciper, c'est-à-dire pour savoir démonter la boîte, pour savoir ce qu'il y a dedans et pouvoir réagir à ça. Resource One, which was an effort of Project One, which is an anarchist collective in San Francisco, was very explicitly trying to take computers, which are this tool of the military, of giant corporations, governments, and saying, let's take these machines and turn them over to the use of people. I dropped out of school because I decided I spent too much time preparing to do stuff and not enough time actually doing anything. People were trying to find other ways to communicate with each other and develop community. The project started partly because they had the opportunity. They were given a mainframe computer, an SDS 940. Vous avez compris aussi des tas de choses qui sont à l'oreille maintenant très familières. C'est pour ça qu'on est sur des sujets, même si vous ne connaissez pas bien, mais qui sont très connus. L'idée de communauté, l'idée de connexion entre communautés, donc de réseau, c'est-à-dire de choses qui sont plus, on le dit de cette façon-là aujourd'hui, ça s'est banalisé, c'est bien d'ailleurs. Il n'y a plus quelque chose de vertical, mais quelque chose de plus horizontal. Par contre, le métier de la philo que j'essaye d'exercer avec vous, c'est de décrypter que dans une idée, il y a toujours une tendance à l'idéologie, c'est-à-dire à en faire une sorte de généralité qui fait qu'on n'est pas en train d'observer ce qui se passe vraiment. At that time, there were no personal computers. We needed something big, and we managed to put together $100,000, which is what we needed to install this computer. But it's not that the computer is that important in and of itself. It's what it can do. It's a tool for sharing information. Voilà, c'est pas la machine qui est importante, c'est l'outil pour partager des informations. C'est-à-dire que si je joue avec les mots, une interface entre la machine et l'humain, voilà, c'est ça l'ordinateur individuel, et ce qu'il a changé avec le réseau Internet, c'est encore plus ça, c'est-à-dire de pair à pair, on peut échanger des chansons, des commentaires et liker, on va y revenir. Mais en plus, le déplacement qu'opère Internet, c'est celui qu'il y a plusieurs niveaux dans la maîtrise du réseau. Obtenir la machine, obtenir le lien, obtenir la technique et le savoir-faire pour pouvoir faire ces liens et partager les informations avec un sous-texte, ça s'appelle Flower Hacker, cet épisode, c'est-à-dire anarchiste et puis alternatif.
The idea was you should be able to call in on a terminal and access anything you wanted. It's so easy now, but this was a long time ago, and you couldn't do it then. Voilà. Vous pouvez trouver la suite sur Internet et peut-être bien sur le site d'Arte. Qu'est-ce qui m'intéresse dans la... Je ne suis pas tout à fait l'ordre, puisque c'est d'abord l'article de Casilli, puis celui de Cardon. Je vais commencer par celui de Dominique Cardon, dans le Qu'est-ce que le Digital Labor, parce qu'il reprend cette histoire et puis il met un gros choc qui va me servir de début. Voilà. Ça s'appelle Internet par gros temps. Il dit un truc simple, il dit Internet, c'était sympa et c'est plus sympa. Et pour faire vite, parce que c'est une histoire qui est récente et en même temps déjà vieille, hein, il le date du printemps 2013 et des révélations de Snowden, vous savez, les Panama Papers, le fait que des tas de réseaux, d'États utilisent ce réseau pour nous épier, pour récupérer nos données, pour orienter les décisions. Et donc, Internet qui avait l'air cool et qui était dans cette optique de ce petit documentaire qu'on aurait pu regarder entièrement. Mais je voudrais passer à cette question du travail. Mais pour y passer, la première partie, c'est de voir comment Internet s'est transformé. Pour faire court, il y a un réseau dans les années 60. Et alors là, on est au C19 avec une école ENSIE qui connaît ce sujet-là depuis longtemps. Donc, je vais... pas me faire matraquer. Réseau militaire années 60, grand public 95. François Bon, notre ami écrivain, crée le site Tiers Livre en 97. C'est un des pionniers des écrivains sur Internet. Et donc 2001 pour le grand public, si on va vraiment vite. Et puis les plateformes après 2000, YouTube, Facebook, Instagram. C'est-à-dire avec des systèmes de plus en plus... réactif à l'ensemble. Alors, Internet, c'est sympa, ça ne l'est plus. Et puis, deuxièmement, Internet, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Internet, ce n'est plus une alternative, c'est partout. Et on a tous assisté à ça, puisque sinon, il y aurait des collégiens qui m'écouteraient, nés en 2009. Voilà, on n'a plus de questions sur ce sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ce n'est plus une anomalie sauvage, ce n'est plus un truc d'alternatif, même s'il va y revenir une sorte d'héroïsme des hackers, des pionniers, de ceux qu'on fait... cette gratuité et puis d'espèces d'élus qui auraient une connaissance que tout le monde n'aurait pas, voilà, c'est mainstream. Et avant, c'était une avant-garde innovante et maintenant, c'est conformiste et commercial. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur le haut de l'extrait. Là. Ce retournement, il ne s'est pas fait en 2013. Grands empires marchands, retour en force des États dans la régulation du réseau et massification des usages. C'est-à-dire qu'après 2000, dès les années 90 en vrai, les empires commerciaux vont comprendre qu'il y a de l'argent, de la publicité à faire. Et si je résume très fort en amont ce que je vais vous raconter, c'est que dans les années 90, on produit des contenus bénévolement, des blogs, et les publicitaires mettent des petites publicités sur le côté. Et à partir des années 2000, c'est l'inverse. On pourrait donner comme exemple de symétrie, Casilli Cardon le donne dans le petit livre, c'est que dans les années 90, on produit bénévolement du contenu et puis la publicité arrive. Et par exemple, aujourd'hui, on aurait plus facilement intérêt à fabriquer un journal ou un blog sur le site du Monde ou sur le site de Libération qui vont être un agrégateur de contenu qui fait que beaucoup plus de gens vont pouvoir venir. Voilà, donc, Internet... c'était sympa, ce n'est plus le cas. C'était une alternative, c'en est plus. Et alors, ce que dit Cardon, qui est un clin d'œil philosophique que vous pouvez ne pas connaître, je ne connais pas tout, hein, c'est qu'il précise que ce qui est drôle, c'est que l'Internet des pionniers, c'est Deleuze et Guattari avec cette idée de rhizome, de développement, de réseau qui fait qu'il n'y a pas de centre et qu'on peut couper une patte, il y a toujours quelque chose d'autre qui marche. Vous savez, chez Descartes, on passe, si ça vous rappelle vos dissertations de lycée, tu as la première partie qui emmène la deuxième partie, qui emmène la troisième partie, et Descartes dit que c'est une chaîne, et si on coupe la chaîne, ben, ça ne marche plus. Le système de rhizome fait qu'on peut toujours couper une patte, ça marche toujours, puisque tout est distributif et passe dans tous les sens. Mais ce que précise
Cardon, c'est qu'en fait, l'Internet des pionniers, c'est celui de Deleuze et Guattari, mais maintenant, c'est plutôt Adorno-Horkheimer, c'est-à-dire le passage du Joyeux to Dark Deleuze. On était sur des forces créatives et subversives du réseau, c'est-à-dire une alternative avec un système distributif, et maintenant, la rationalisation des subjectivités par un média massifiant, c'est-à-dire tout le monde va avoir tendance à commenter, réagir de la même façon dans des réseaux de plus en plus en goulot d'étranglement, avec des systèmes de valorisation, de likes par exemple, qui vont être tous les mêmes. C'est plus du tout le règne de l'alternative qui se pense comme tel, c'est celui de tout le monde, mais de tout le monde qui se veut un peu différent. Alors qu'il libérait en bousculant normes et institutions, Internet serait devenu un système d'exploitation, une usine, un instrument d'une servitude volontaire. Ça a l'air d'être simple, ce qui est le cas d'ailleurs, mais c'est pas vieux et on l'a vu arriver. Et ce que ça va changer, c'est le rapport à la consommation d'Internet et le rapport à la prescription culturelle d'Internet. Alors, ce que rajoute Cardon, c'est qu'il faudrait se rappeler un truc. Et en disant ça, il fait une critique indirecte à Casili, qui vient de faire l'exposé juste avant, c'est que la population d'Internet de 95 n'est pas celle de 2014. Voilà, pour cette raison-là, en fait, on comparait les Internets, une pratique souterraine, distinctive, élitiste, alors qu'aujourd'hui, elle est commune et massifiée. C'est assez compliqué de comparer les deux. Casili lui répond dans le débat en disant qu'il n'est pas tout à fait d'accord. Voilà à quoi ressemble la progression d'Internet. Ce n'est pas un petit changement. Sur le journal du net, la petite donnée. Le changement de morphologie, j'essaye de à la fois vous montrer les visuels, parce que je pourrais parler tout seul en lisant ça, mais je trouve ça plus intéressant d'avoir le texte sous le nez. Il y a des participants qui me disent quelquefois que ça les gêne parce que je ne lis pas exactement ce qui est en dessous. J'essaye de le commenter. Et je trouve ça plus intéressant que de voir ma pomme. Quelque chose de l'esprit des pionniers a insufflé à la forme du réseau, à la manière de l'utiliser, à l'injonction de participer. Il faut interagir. Et ce qui n'est pas perdu dans cette massification, c'est une singularité qui est propre à Internet. Si on met un enjeu inattendu dans le sujet, c'est notamment ce qui fait qu'il va tuer la télévision. C'est quelque chose que Cardon souligne et que j'aime beaucoup dans ce que décrit et développe François Bon dans sa pratique de tiers-livre en éditant des vidéos continuellement, c'est le rapport lecture-écriture qui a changé. La télévision, les médias de masse classique, c'est vous êtes spectateur, donc quelque chose est lu vers vous, tu regardes pas, voilà, ça c'est fini. C'est fini, vous avez sans doute une pratique comme ça, encore nombre d'entre nous, mais le fait de pouvoir liker, de pouvoir commenter, de pouvoir choisir, de pouvoir faire du replay fait que la pratique, ma place de spectateur est changée. On n'est plus dans la seule lecture, mais le terme est assez intéressant, une appropriation en mode appropriation. Déjà, oui, c'est Michel de Certeau qui parle de spectateur bricoleur. Tu fais un peu ton histoire à l'intérieur. Si on met un ancêtre amusant pour tous ceux qui ont connu ça à l'adolescence et les livres dont vous êtes le héros, tu as l'impression que c'est toi qui es un peu l'auteur de ton récit, de ton cheminement, et tu peux y ajouter quelque chose. Ce qui fait que ça se retrouve dans ce livre que justement François Bon a traduit, qui s'appelle « L'écriture sans écriture », un livre incroyable de Kenneth Goldsmith, dont il faudra un jour mesurer l'importance. C'est-à-dire que Internet permet une espèce de retour de l'oralité. Si je vais vite, je caricature, il va gueuler quand il va voir ça. Par exemple, commenter à l'oral, commenter en faisant des vidéos YouTube. Voilà, c'est une pensée qui circule par l'oral, mais en même temps par diffusion, qui peut même être montée avec des images, avec un rythme. Des types de narration et de réaction, ce qu'il peut y avoir en dessous de la page YouTube des commentaires qui vont appeler des réponses de l'auteur et des réponses de l'auteur qui peuvent devenir une autre vidéo. La télé, le cinéma ne fait pas ça. C'est ce que comprend Goldsmith en disant, ça vaudrait le coup de lire le début, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'apparition de la photo bouleverse la représentation du réel, c'est-à-dire on ne va plus peindre
La peinture a cherché à trouver de nouveaux territoires d'expression et renouveler son langage à cause de la photo au XIXe siècle. Pour Kenneth Goldsmith, il en va ainsi du texte au XXIe siècle. L'environnement numérique, les pratiques contemporaines d'écriture et de lecture ont profondément transformé notre rapport à l'écrit. Et on pourrait prendre un autre exemple qui n'est pas du tout à la hauteur de Goldsmith non plus. J'ai l'excuse de la vulgarisation, c'est de lire son journal sur le téléphone. C'est ce qui fait que le rapport Donna sur la culture dans les années 2004-2008 montre que les jeunes lisent, mais ils lisent sur des écrans. Transformation de la valeur symbolique de la culture, transformation de la façon de se cultiver, soupçon de zapping, mais en même temps quelque chose qui donne envie de plus participer et de passer d'un morceau à un autre. Voilà, à elle seule, précise Cardon, cette singulière résistance des outils numériques à ne pas réinstaller la coupure auteur-spectateur. Il n'y a pas d'un côté celui qui produit et de l'autre celui qui écoute et qui est assis. Et c'est ce qui fait que peut-être nombre d'entre nous, ce n'est pas la peine d'accuser les jeunes, on est des vieux jeunes, on a du mal à rester assis longtemps pour écouter quelque chose. Cette petite conférence n'a plus que 40 minutes. Eh bien, ça vient peut-être de ça. C'est-à-dire l'idée de vouloir être acteur va transformer notre rapport à des médias traditionnels qui me faisaient annoncer la disparition de la télévision. Voilà, même si c'est massifiant, même si ça fait une grande quantité de couillons comme moi et vous assis derrière un truc en train de liker, de regarder, avec un designer qui a inventé le scrolling perpétuel, c'est-à-dire je passe, j'avance sur mon écran et ça sera sans fin. Il a un peu culpabilisé ce jeune designer, il a calculé combien de temps de vie on perdait en scrollant, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'il y a les nouvelles du jour et puis en bas de page ça s'arrête. Là, comme c'est sans fin, c'est addictif. Voilà, ce que précise Cardon qui devient intéressant, c'est ça sa réserve principale sur ce que va dire Casilli, c'est que, par exemple, l'étonnante explosion de paroles, de photos, de partage sur les réseaux sociaux va devenir une pratique culturelle qui, comme le dit le haut du texte, ne va plus avec le diplôme. Je suis plus diplômé, je lis plus de livres ou je lis des livres différents. Là, la pratique est en un sens plus horizontale. Et je vais faire exprès de faire le réac, alors j'espère que je ne le suis pas trop. Il commande des conneries, il regarde des conneries, c'est pas de la vraie culture. C'est la question à minima que ça pose. Où est-elle passée, cette haute culture et basse culture? Mais ce que dit Cardon, c'est que finalement, en changeant ce rapport horizontal, je reçois du contenu et puis je suis spectateur, en faisant participer, je change ma fonction de spectateur et je permets à des tas de gens très différents d'entrer dans le spectacle. Alors, Antonio Casilli, sur lequel je vais revenir après, il est même spécialiste des haters, c'est les mecs qui font des commentaires haineux, des trolls, ceux qui rentrent dans des conversations pour foutre le bordel, parce qu'il s'intéresse politiquement à ce qui était en train de se jouer quand des gens foutent le bordel dans les conversations comme ça, quand ils truquent des résultats Wikipédia, ils parlent de déficit de la participation, c'est-à-dire de quelque chose justement dont on se sentirait exclu et qui fait qu'on aurait envie d'aller quand même forcer le passage pour dire cette culture ne m'intéresse pas, j'ai envie, comme un punk, de la nier. Voilà. Les standards du discours lettré ne correspondent pas au bavardage insouciant de Facebook, à l'humeur moqueur du LOL, au relâchement de l'énonciation, c'est-à-dire c'est toujours écrit n'importe comment, oh là là, voilà, le trolling, il est en train de blaguer à propos de Casilli qui s'intéresse à ça, l'usage de la photographie comme un discours, c'est-à-dire je fais une photo et puis ça raconte à cette chose, Instagram a joué sur ça. Voilà, ce que dit Cardon, c'est que ce sont des traits qui sont particuliers à Internet, qui sont plutôt traités par-dessus la jambe, mais que lui voit comme une démocratisation culturelle et la possibilité d'une expression en ligne de public populaire. Et il appelle ça une oralisation de la contribution. Et on charriait un ensemble trivial, tu m'étonnes qu'il y a des horreurs, et parfois extraordinairement créatif de format d'écriture. C'est là où... en mai, pour la première fois, à l'initiative de François Bon, au C19, pendant 2 jours, ce qu'on appelle un mouvement qui se développe de créateurs de contenu littéraire sur Internet, Littératube, vont se réunir pour la première fois au niveau national à Évry pendant 2 jours. Ils vont filmer partout dans Évry.
Venez, il y aura même une table ronde pour les écouter. Un outil conçu, c'est là l'ironie de Cardon, et ça en termine avec cette introduction, un outil conçu par des chercheurs pour organiser la coopération scientifique a été rendu suffisamment souple et malléable pour que des gamins de quartier populaire s'envoient des blagues, des mèmes et des lolcats. Internet a changé ça, mais c'est un Internet qui a évolué. Celui des pionniers innovants décalés est devenu massif et mainstream, mais il permet quand même ça. Alors, ce que souligne Cardon, et c'est là la réserve qu'il fait à Casimir, c'est qu'il dit « Ouais, mais en fait, quand on parle de cet Internet-là, ok, c'est de la démocratisation, mais c'est disqualifier ces usages de l'interaction bavarde, du clic et de l'échange viral, au prétexte qu'ils ne sont pas dotés de qualité intellectuelle. » Et il ne dit pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, il dit qu'il y a un problème. C'est ça que font les philosophes la plupart du temps. Alors, il dit que cette méfiance n'est jamais aussi visible que lorsqu'elle est soulignée négativement par le fait qu'on puisse simplement liker. Liker n'est pas une attitude culturelle. Voilà, qu'est-ce que tu fais quand tu likes? Tu fais rien de sérieux. Et en fait, prenons du recul un instant. Si tu détermines un truc, tu dis ça j'aime pas, tu adhères pas avec légèreté, mais aussi tu vas donner des informations qui permettent de focaliser un intérêt sur quelque chose. Tu likes et donc tu me likes sur la chaîne YouTube pour que plus de gens puissent me voir. Non pas par mégalomanie, mais parce que j'aime bien partager. Voilà, le geste immédiat de liker est trop simple pour arracher l'individu aux pesanteurs de la vie sociale. Mais ce que dit Cardon, c'est que si finalement, cognitivement, ça veut dire du point de vue pensée, ça ne demande pas beaucoup de cerveau de liker, ça n'a pas beaucoup de distance, juste j'aime pas, et elle ne coûte rien. Les analystes du web critiquent Cardon, il n'est pas d'accord avec eux, il dit on a tendance à, comme c'est un truc vite fait de liker et que c'est nul sans contrepartie, on va prendre ça plutôt pour de la consommation, du divertissement. Et donc un désengagement politique. Voilà, il y a un mépris de ces petites participations dans la dénonciation du click-activisme. Voilà, les mecs, ils font que liker, ça ne fait rien de spécial. Maintenant, on a les enjeux pour savoir ce que serait le digital labor, c'est-à-dire en quoi il y aurait un travail dans la veille, dans une petite participation légère de suivi, peut-être même est-ce qu'être simplement connecté pour regarder quelque chose pourrait être considéré comme une activité intellectuelle, puis comme un travail. Parce que va décrire Cardon là dans la deuxième partie de son article, c'est de quelle façon ces pratiques numériques peuvent devenir quelque chose d'économique. Et les plateformes, ce qui est nouveau et qui empêche, c'est ça la deuxième partie, en quoi ça va être difficile de qualifier ça comme du travail? La première difficulté, c'est que les plateformes comme Facebook ne créent pas de contenu. Elles ne prennent pas une matière comme, j'ai dit, du pain, pour de la farine, de l'eau et du sel pour faire du pain. Elles font juste que c'est procédural, c'est-à-dire elles ne fabriquent pas le contenu, ce sont les internautes qui fabriquent le contenu. Donc, à partir du moment où elle ne fabrique pas grand-chose, on a l'impression qu'elle, comme ce n'est pas substantiel, elle ne ferait pas grand-chose. Ce serait un faux service. À ne pas prendre au sérieux l'importance cruciale de ces intermédiations. Mais quand on les liste, c'est quand même hébergement, agrégation, classement, algorithme. Ce n'est pas le fait de mettre des gens en avant, d'autres plutôt regroupés pour proposer d'autres contenus. Tout ça a du sens et tout ça est très utile. C'est aussi ça qui fluidifie la pratique d'Internet. Et ce que dit Cardon, que je trouve assez ironique et assez drôle, c'est qu'il dit on pense toujours, comme on ne comprend pas que ce système d'interface, de fluidification, d'accès au contenu, de retour, de feedback, de dire j'aime pas, de le renvoyer, de le partager à des copains, tout ça, c'est de l'intelligence en fait, c'est du contenu. On a l'impression qu'il suffirait de sortir de ces plateformes puisqu'on a l'impression qu'elles n'ont pas de plus-value, qu'elles n'apportent rien. Finalement, on pourrait toujours penser qu'il suffirait d'agir à côté de ces plateformes, c'est-à-dire prendre des plateformes alternatives pour, d'un claquement de doigts, se libérer de la captation des GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Et il dit, non, en fait, parce qu'il résume assez bien ce qu'elles apportent, c'est effet réseau, artefact de mise en relation, c'est-à-dire il y a du design là-dedans, il y a une interface qui est quand même assez chouette, et
tous les amis critiques de Amazon sont d'accord sur le fait que c'est hyper facile de trouver un livre, de commander en un clic et que c'est ça qu'il produit aussi, même si toutes les conditions de travail sont tout à fait horribles et discutées, en effet. Algorithme de recommandation que les médiathèques publiques ont fini par copier, hein, c'est-à-dire vous avez aimé ça, d'autres gens aimeraient peut-être ça. Effet de réseau qui fait que tout le monde communique. Métrique de visibilité, c'est-à-dire avec le nombre de likes, on va voir combien de gens ont aimé, combien de gens ont apprécié. Tu dis, ah tiens, il y a quand même pas mal de retours sur ce que j'ai dit là. Ah ouais, les gens ça a l'air de les intéresser plus. Moi, je suis artiste peintre, je publie des images. Ah tiens, là, j'ai publié une image, il y a 65 likes, d'habitude, il y en a 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tout ça, c'est l'interface qu'il fabrique. Et tout ça, c'est une valorisation, une organisation du savoir qui est un vrai travail. Nos productions numériques ne seraient donc plus du travail extorqué, mais elles auraient aussi perdu leur visibilité, leur gratification. Elles seraient sans valeur ni monétaire ni symbolique s'il n'y avait pas toutes ces interfaces. Alors, le Digital Labor, c'est là où on veut en venir. On est dans la deuxième partie sur 3. J'espère que vous vous êtes pas endormis. Ça propose d'acter, c'est ça que fait ce livre, mais en fait, cette activité de réflexion existe, je disais, depuis 2009 aux États-Unis. Acter le fait que le dispositif qui encadre l'activité des internautes n'est plus un système de reconnaissance mutuelle de pionniers, c'est-à-dire c'est plus comme le premier Internet, t'es super, je t'adore, je te connais, mais un marché du travail où les activités des internautes interagissent et valorisent tel ou tel produit. Et la question, il y a donc un travail. La question va être difficile à la fois, je suis dans ma partie 2, de le qualifier. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Qu'est-ce qu'il veut dire en fait? C'est un enjeu absolument extraordinaire parce que si je le dis de façon caricaturale, on est face au travail le plus important en quantité de temps du monde non rémunéré, c'est-à-dire non qualifié, on ne sait pas qui le fait, on ne sait pas pourquoi. On n'est pas au bout de nos surprises et puis il nous reste 30 minutes. Voilà, ça peut être qualifié de travail. Voilà l'enjeu de cette deuxième partie avec encore Dominique Cardon et Quasi. Pourquoi est-ce que ça pose un problème pour trouver en quoi c'est du travail? Parce que l'Internet du départ, c'était un faire non finalisé. C'est-à-dire je faisais quelque chose que je partageais, il n'y avait pas une fin, une finalité, il n'y avait pas un but, faire du fric ou être reconnu. Voilà, la culture Internet du hacker des années 60-90, de la petite vidéo que j'ai montrée au début, elle est dans le partage. Et donc, c'est le pendant de ce que je raconte. La première chose qui empêche qu'on voit qu'il y ait du travail dans cet Internet qui est Digital Labor, c'est qu'on ne voit pas que l'interface, la recommandation est une forme de participation intellectuelle. On va y venir en plus. C'est pas, une machine ne pourrait pas le faire. Mais en plus que la légende d'Internet était plutôt dans une idée de partage et de reconnaissance mutuelle. Donc, s'il y a partage, don, il n'y a pas fric. Voilà, la valorisation du don, du plaisir, du bénévolat était une utopie. Alors, Cardon ajoute, c'est peut-être une idéologie aussi de penser qu'on donnait tout ça. Parce que la question qui se posait au tout début, c'est qu'est-ce qui pousse, et c'est l'Internet des années 90, qu'est-ce qui pousse tant d'individus à répondre aux autres sur des forums, partager leurs textes, leurs photos, leurs vidéos, et même question encore plus redoutable que j'ai coupée là, pourquoi des développeurs vont passer leur journée à travailler de façon rémunérée sur un ordi pour développer et continuer à le faire de façon gratuite pour leur propre site ou des copains le soir? Qu'est-ce qui fait que la séparation travail-loisir se fait? Sur quoi elle peut reposer? Voilà, parce que ce que finit de dire Cardon, puisque c'était dans l'Internet du début quelque chose de désintéressé, il faut que ça reste indéterminé. Parce que, il le dira plus tard, je le redirai en conclusion, c'est un peu comme, la comparaison peut vous surprendre, mais c'est un peu comme le don du sang, c'est-à-dire si on se met à le payer, il y a des tas d'hypothèses de choses qui étaient données et qu'on s'est mis à payer, quand je donne mon sang gratuitement, si on se met à le payer à d'autres, j'ai plus envie de le donner parce que la valorisation symbolique, si on peut le dire comme ça, elle me déplaît en fait. Moi, j'étais content d'être généreux, j'étais content de donner, ça ne me va pas. Là, c'est le troisième enjeu de l'Internet payant. Voilà, il faut ce qui était une mutualisation de la reconnaissance, voilà, endettement mutuel des internautes dans un système de réciprocité. Et si vous connaissez un tout petit peu Internet et Facebook,
tu t'aperçois vite fait qu'il y en a qui produisent du contenu, mais ils ne likent pas les autres, ils ne jouent pas le jeu. Ils attendent qu'on les like, et donc ils ont 5 likes, alors que dès que tu te mets à être actif pour valoriser des copains, bah, ils te valorisent. Et que c'est une façon de classer la pertinence. C'est ça l'endettement mutuel. Et un système de réciprocité, s'il arrête ou s'il est exploité et monétisé, non pas vendu, mais monétisé, puisque ben, Airbnb, Uber va se servir de ces éléments-là. Ça perd le sens de l'Internet initial, mais ça va poser la difficulté de pouvoir analyser comment ce travail-là peut être rémunéré. Voilà. Dans les productions bénévoles, les internautes acquièrent un prestige et ils peuvent convertir sur un autre marché, puisque par exemple, des développeurs de logiciels libres vont proposer leurs services dans des entreprises. Ils ont créé quelque chose d'alternatif, ils ont un savoir-faire qu'ils ont valorisé, et puis petit à petit, ils peuvent le valoriser sur le marché de l'emploi. Mais c'est ça qui manquait dans Internet, qui est un peu particulier. La quête de l'estime ou de la réputation n'est ni une motivation externe, gagner du fric, ni une motivation interne, la gratification, parce que je peux travailler pour gagner de l'argent, je pouvais travailler pour être content de moi, ça me faisait plaisir de travailler. Là, il y a une troisième motivation qui n'existait pas trop dans les analyses des sociologues du travail et des économistes, c'est cette idée d'estime et de réputation. Voilà. Cet objectif de réputation ne peut être exclusif et étroitement finalisé comme l'est la recherche du salaire et du profit. Il ne se joue pas la même chose. Si tout le monde est content que j'ai fait quelque chose gratuitement et me valorise, c'est la dernière phrase qui le dit, le bien extérieur qu'on me fait va se retrouver en moi. Je suis content d'avoir fait un truc qui plaît à tout le monde et qui sert à tout le monde, une vidéo gratuite pour tout le monde. Ça, c'est difficile à évaluer. Voilà la dernière difficulté pour évaluer que ce travail est un travail. Entre un travail individuel et la construction d'un bien commun, voilà, par accumulation de plein de petites choses, comment est-ce que ça va être considéré comme du travail? Alors, les 3 facteurs de fragilisation, dit Cardon. Le monde marchand et le monde non marchand sur le web a changé, je l'ai dit. Avec les années 90, c'est arrivé. Deuxième facteur, affaiblissement de la croyance collective envers les motivations des internautes. Petit à petit, tout le monde sait que ça va être une recherche de réputation, que cette réputation va avoir des followers qui vont me faire de la pub, qui fait que je vais vendre ça. Tous les gamins que je croise à l'université en enseignant en classe prépa sont dans cette logique-là. Voilà. On peut gagner de la réputation. Cette réputation peut être évaluée, chiffrée, et ce chiffre va pouvoir correspondre à de l'argent. On a un jeu de ruse, de triche avec des calculateurs qui font qu'il y a un rapport coût-bénéfice. Et là, il commence à se profiler quelque chose qui ressemble à une économie de la réputation. C'est ça qui serait le digital là-bas. Troisième élément, le modèle des pionniers du don qui a complètement disparu. Voilà Cardon résumant comment l'ensemble, plus personne ne croit à la fabrication d'un bien commun, il est possible alors que chacun demande des comptes et cherche à se faire rémunérer. Voilà comment il y a digital là-bas. On n'a pas encore la réponse de M. Casilli. On va juste entendre sur France Inter un petit matin à propos de Facebook ce que M. Cardon dit de l'activité non rémunérée des gens qui likent et qui écoutent. À prendre le débat sur la modération. En réalité, la modération, ce sont des millions de commentaires qu'il faut arriver à regarder. Et ces millions de commentaires, vous êtes une grande entreprise comme Facebook, mais si vous consacrez que 0,5% de votre bénéfice à payer des modérateurs, c'est pas suffisant. Et même des humains, voilà, sont un petit peu insuffisants pour arriver à résoudre ce genre de tâches. Facebook découvre que le monde est compliqué en réalité, hein, et beaucoup de naïveté politique avait été faite. Vous avez compris qu'à partir du moment où n'importe quel événement va être liké, commenté par des millions de personnes, si on doit modérer, l'enjeu de Cardon et de Casilli va arriver, c'est que ce qu'on appelle des algorithmes qui feraient le travail de modération automatiquement, et il n'existe pas en fait. Il y a des humains qui sont cachés derrière, du travail très très caché qu'on va découvrir tout de suite, qui fait que modérer parce qu'il y aurait des contenus haineux ou des appels à la violence, c'est très très compliqué. Et quand il dit que Facebook est un peu naïf, c'est pas seulement parce qu'ils ont juste créé un outil technique, mais aussi parce qu'ils n'ont pas mis les moyens, aussi riches soient-ils, pour cette modération.
c'est des gens de technologie. Ils sont venus avec l'idée que la société finalement était assez sympathique et qu'on allait encourager la société à se connecter, à échanger, à partager des informations. Ils découvrent que la société, c'est compliqué, qu'il y a des tensions, qu'il y a des conflits, qu'il y a des guerres, qu'il y a des rapports sociaux qui sont tumultueux et que tout ça s'enregistre dans la base, dans Facebook, et qu'eux, ils savent pas très bien le contrôler et que sans doute leur responsabilité sociale et politique, aujourd'hui, doit être très importante et qu'ils n'en ont pas complètement assumé les rôles. Voilà. La capacité de créer des commentaires, la capacité de la retrouver, développer, va être un des enjeux de ces digital labs. Nous voici dans l'article, après avoir fait l'historique et anticipé comment est-ce que cette activité sur Internet pouvait être un travail, on va voir avec Antonio Casilli comment ça peut être vraiment qualifié spécifiquement comme un travail, en faisant un petit détour par une ou deux petites mauvaises nouvelles sur le fait que des gens travaillent aux Philippines, en Tunisie, dans ce qu'on appelle des fermes à clics, c'est-à-dire des gens qui vont participer à toute cette modération en cliquant pendant des heures. L'article de Casilli commence par ça, c'est-à-dire travail, technologie et conflictualité. Comment est-ce qu'il y a un rapport de force l'un avec l'autre? Il est prof à Télécom Paris Tech, École Évry Paris, qui sont complémentaires sur certains sujets avec le NSIE qui nous accueille. Et puis, il reprécise, c'est toujours bien un petit historique voilà, que j'ignorais totalement. Les premiers sujets de Digital Labor, c'est en 2009 aux États-Unis, les actes publiés en 2012. Donc, le livre que j'aborde là et qui me sert de support, 6 €. Je n'ai pas d'action dedans, on est en 2015. C'est pas vieux, c'est déjà très vieux. Voilà. Une petite historique qui fait que ce sujet saisi par des économistes, des chercheurs, des sociologues, ce qui est le cas de Casilli et de Cardon, est ancien, mais il affleure doucement. Et pourquoi est-ce qu'il affleure? Parce que Antonio Casilli, qui a un magnifique look et qui parle parfaitement italien, français et anglais, est interviewé sur France Culture ce matin-là sur un autre de ses livres qui est un vieux fantasme sur lequel on ne va pas développer, c'est en quoi les machines et les algorithmes viendraient piquer le travail des humains. Il va retourner cette question et j'ai déjà commencé à la retourner en amont. Si l'intelligence artificielle nous fait peur, et si par exemple l'Express aujourd'hui fait sa couverture comme ceci avec l'intelligence artificielle, c'est parce que celle-ci est supposée détruire des emplois. Qu'en pensez-vous, Antonio Casilli? Je m'efforce de montrer que cette crainte n'est pas fondée. Une étude célèbre produite par 2 chercheurs de Oxford, donc s'appelle Frey et Osborne, et donc cette étude publiée en 2013, annonçait qu'à l'horizon 2030, un pays comme les États-Unis allait perdre 47% de ses emplois. Et ce donc, qui fait beaucoup. Oui, c'est énorme, évidemment. Et donc, il y a plusieurs chercheurs qui se sont efforcés de montrer que d'un point de vue méthodologique et même d'un point de vue substantif, donc cette prophétie n'avait pas raison d'être. En réalité, on fait face plutôt à une pression sur l'encadrement formel de l'emploi de la part des investisseurs qui sont derrière les intelligences artificielles et qui, d'une certaine manière, cherchent à se déresponsabiliser en disant c'est la machine qui veut ça, c'est le progrès qui veut ça. Et ça, c'est si vous voulez, une stratégie qui est utilisée depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Il est en train de dire un truc tout simple, c'est que si on vire des gens en disant que c'est le robot qui va le faire, c'est faux. Et puis, pour le dire encore plus vite fait que lui, donc en étant très simplifiant, pour faire marcher le robot, il faut des gens. C'est sans doute que le travail numéro 1 se déplace sur un travail numéro 2, mais en tout cas, il n'y a pas moins de travail du tout. Mais il ajoute quelque chose d'autre qui m'intéresse. Or, la question revient au fait que ces machines ne peuvent pas se débarrasser du travail humain parce que plus vous injectez de machines sur le marché, donc plus vous injectez, que sais-je, de solutions intelligentes sur le marché, plus vous avez besoin d'êtres humains qui encadrent, accompagnent, valident et parfois dressent ces mêmes machines. Ouais, il dit dresse, c'est-à-dire ce qu'on appelle le machine learning, comment les machines vont apprendre grâce à des tas de petites choses que vous apportez ou que des humains payés très mal peuvent apporter. Il précise une chose dans son article, c'est qu'il faut, c'est une base, mais c'est toujours bien de commencer par la base, une sorte d'histoire et de situation.
Ben, pour qualifier ça de travail, il faut changer de logique de qualification du travail. Ce n'est pas des lieux classiques de production, puisque vous pouvez être en slip sur votre lit avec votre téléphone, c'est peut-être là que vous êtes en train de travailler. Donc, si on ne prend pas de la distance avec la façon dont on produit du contenu, je disais, c'était plutôt procédurial que de fabrication d'objets, et que les lieux où ça va se produire ne sont pas les mêmes. Non seulement, je dis là encore quelque chose que tout le monde peut savoir, mais ça fait quand même beaucoup d'éléments simples qui mettent ensemble. Je prendrai un exemple simple, ben, ça ne va pas être facile de se syndiquer par exemple, pour garantir ses droits ou pour ou ne serait-ce que les réfléchir. Cette intelligence artificielle qui est convoquée régulièrement comme une espèce de fantasme va être questionnée tout de suite. Qui fait défaut dans l'expression intelligence artificielle, mais mon effort dans le livre, c'est de montrer que ces machines ne sont pas si artificielles que ça. Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, par exemple, en 2005, avant de lancer sa plateforme Amazon Mechanical Turk, avait dit on va faire sur cette plateforme de la artificial intelligence, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle fausse. Et de ce point de vue, parce que le turc mécanique, il faut rappeler ce qu'est ce turc mécanique, Antonio Casini. C'était un canular. C'était un canular inventé à la moitié du XVIIIe siècle par un inventeur de génie qui était donc un robot déguisé en turc ottoman, joueur d'échecs. Et donc ce robot devait challenger et battre des adversaires humains. Et en tant que tel, il était censé être la première intelligence artificielle parce qu'il devait simuler le comportement et les processus cognitifs de ses adversaires. Mais la réalité est qu'à l'intérieur de ce robot se cachait un être humain. Comme aujourd'hui, à l'intérieur des intelligences artificielles, se cache non pas un seul être humain, joueur d'échecs, mais des centaines de milliers, voire des centaines de millions de personnes qui, partout dans le monde, depuis l'Indonésie, depuis le Pakistan, depuis des pays francophones aussi, Madagascar, Tunisie, se connectent à des plateformes et, grosso modo, injectent du travail humain dedans. Mais alors... Injecte du travail humain parce que le petit détour qu'il m'oblige à faire, parce que c'est tellement saisissant qu'on ne peut pas le laisser de côté, c'est tout simplement que ce qu'il appelle le travail pauvre, voilà, les sweatshops, ça a été un sujet très très débattu, qui n'est pas forcément connu de tout le monde, c'est pour ça que je voudrais faire un tout petit aparté. Prenons deux exemples simples. Donald Trump, sur un article de BuzzFeed, s'est appuyé sur des sites qui ont été fabriqués en ex-Yougoslavie, en Macédoine, des gens qui fabriquent des sites de soutien et qui vont payer toute la journée des gens qui vont cliquer, liker, surévaluer l'ensemble. Alors, j'ai fait exprès, c'est de la traduction automatique, vous voyez, je l'ai précisé. Les jeunes Macédoniens qui gèrent ces sites se fichent tout à fait de Donald Trump, voilà, parce que BuzzFeed a identifié 100 sites pro-Trump. On est en 2016, au moment de son mandat. Et, pour faire court, il y a des sites qu'il valorise, qui vont raconter des mensonges complets, super likés par des fermes à clics de gens macédoniens plutôt pauvres, qui cliquent toute la journée pour le valoriser, relayés, diffusés à plein d'endroits, et qui, comme la prescription se fait au nombre de clics et à la valorisation, c'est pour ça que Casili dit, derrière l'intelligence artificielle, il y a une artificielle intelligence, c'est-à-dire c'est faux, c'est valorisé par d'autres éléments, en tout cas c'est repris en charge par d'autres éléments, et ça va avoir un impact, la politique évidemment, mais aussi sur la condition de vie des gens qui le font. Voilà. Facebook relève régulièrement dans les rapports sur les revenus. Un utilisateur américain de Facebook vaut 4 fois un utilisateur en dehors des États-Unis. Cette espèce de rapport de force géostratégique se retrouve dans la valeur de votre clic. Il n'a pas le même clic. La fraction d'un penny par clic de publicité aux États-Unis va très loin en Macédoine. Des adolescents et jeunes hommes dirigent des sites, et BuzzFeed les a appelés, et ils ont compris la meilleure façon de générer des partages de Facebook pour publier du contenu sensationnaliste. Donc, première surprise, les sites sont faux. Deuxième surprise, ils sont valorisés par des gens qui ne savent même pas qui est Trump. Et évidemment, c'est tout à fait la mauvaise nouvelle, j'en ai deux. Les informations sont absolument fausses. Ce n'est pas le problème du moment que ça buzz. Le raisonnement est que si cela amène les gens à cliquer dessus, à s'engager, alors utilisez-les, dit l'organisateur macédonien.
À l'aide d'enregistrements de noms de domaine de recherche en ligne, voilà, BuzzFeed a identifié au moins 100 sites web interactifs. Je trouvais cette référence dans un article très intéressant de Kazili, justement, sur le Nouvel Obs en ligne. Voilà, ce que décrit Kazili, c'est sous le nom Digital Labor, les activités numériques quotidiennes des usagers de plateformes sociales. Vous avez compris que c'était un aparté, cette idée qu'il y ait des gens qui cliquent artificiellement en payer une misère, genre un deuxième très désagréable mauvais exemple. Mais ce que vous et moi faisons toute la journée est une forme d'activité qui est un travail et qui va avoir un impact sur l'ensemble du réseau. Non pas un impact seulement culturel de réputation, mais un impact de publicité, un impact d'effet d'attirance sur d'autres personnes et donc un impact sur l'économie. Voilà comment se met en place cette idée de ma deuxième partie, il y aurait un travail qui serait dedans. Voilà ce que résume Kazili. Par Digital Labor, nous désignons les activités numériques quotidiennes des usagers des plateformes sociales, d'objets connectés ou d'applications mobiles. Chaque post, chaque photo, chaque saisie, chaque connexion à des dispositifs particuliers qui remplissent les conditions évoquées dans la définition, produire de la valeur appropriée par les propriétaires des grandes entreprises. Je vous ai dit que c'est eux qui font les interfaces, donc ils ne font pas rien, ils font de l'agrégation, mais avec des systèmes de valorisation. Donc c'est eux qui bénéficient de cette valorisation. Encadrer la participation entre les individus et entre les groupes. Voilà, le Digital Labor, c'est ça sa contrepartie, c'est que ça vient casser le côté héroïque des fans, des gens désintéressés qui faisaient ça juste pour la gloire et qui le font toujours encore de cette façon-là. Ce que dit Cardon et Kazili, c'est que cet héroïsme de la naissance d'Internet existe toujours dans Internet, mais elle est, quand on méprise l'idée de liker comme possibilité d'être un travail ou comme possibilité d'être une valorisation intellectuelle avec une analyse ou un focus, on se trompe de mépris et on loupe complètement ce qui est en train de se jouer dans ce qu'on appelle le Digital Labor. La notion de Digital Labor refuse de faire l'impasse sur les phénomènes de captation de la valeur par le capitalisme de ces plateformes. Puisque plus il y a de likes, plus ça valorise, plus il y a de gens qui regardent, plus c'est valorisé, plus tu peux être invité. Je signale que les youtubeurs font quand même leurs entrées de plus en plus importantes dans les fictions, à la télévision, au cinéma. Voilà, ce système d'auto-valorisation a une valeur culturelle et économique. Il parle juste en dessous de dynamique de récupération marchande des flux de générosité. Ils n'achètent pas les données et c'est pour ça qu'on ne pourrait pas dire qu'ils les vendent, ils les monétisent, c'est-à-dire ils leur donnent une valeur affective, entre guillemets, à économique. Quelle question qui va avec, voilà, les travailleurs qui s'ignorent, comment est-ce qu'on va pouvoir les qualifier de travailleurs? On va avoir un problème simple qui fait que je peux conclure là ma deuxième partie, c'est que, ok, c'est un travail, on a compris, ok, vous ne saviez même pas que vous travaillez, mais on a des problèmes pour les définitions du travail, les définitions de l'espace du travail, du temps du travail ne sont pas là. Mais en plus, les gens qui le font, on va dire nous, pour commencer, ils ne sont même pas au courant qu'ils travaillent. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt des consommateurs ou est-ce qu'ils ne sont pas plutôt des bénéficiaires de services gratuits en ligne? Alors, il emploie un titre d'un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Le micro-travail en miettes », c'est-à-dire par petit bout, il y a du travail, mais il est saupoudré. Les Digital Labor ne sont pas seulement des contenus qui demandent des compétences, parce que si vous me dites « ouais, c'est pas du travail, on fait juste que cliquer, on s'en fout », voilà. Chaque clic, chaque j'aime, commentaire, chaque recommandation est insérée dans un processus d'interface et qui va être valorisé. Les traces, les manifestations passives de présence sont monétisables. Et à la différence de l'Internet initial, ce n'est pas seulement la production de contenu, de compétences, de talents qui va être valorisée, c'est tout. Tout peut être valorisé. Exemple, sur Spotify, vous créez des playlists. Vous assemblez... moi, j'ai créé une playlist de slow, où je mets les chansons que j'aime bien, et voilà, il y a quelqu'un qui peut écouter slow. Et d'ailleurs, j'ai fait la même chose. En cherchant slow, j'ai écouté des playlists d'autres gens qui m'ont donné des idées de chansons que je n'avais pas. Ça pourrait s'appeler des hits. Human Intelligence Task, c'est ce que Kazili dit, des tâches simples, en fait, avec une intelligence artificielle faible. Il faut juste cliquer, il faut juste valoriser. Mais on a aussi des activités
Là, il est un peu plus élaboré. On peut écrire des commentaires, cliquer, regarder des photos ou des vidéos, qui fait qu'on va pouvoir modérer ou être rémunéré pour ça. Alors, on peut faire plus, des playlists à partir de morceaux de musique, reconnaître des visages sur des photos. Voilà. C'est un humain qui peut faire ça. L'intelligence artificielle, c'est pas le faire. Il y en a qui sont payés une misère pour le faire, d'autres comme vous et moi qui le faisons sans s'en rendre compte. Puisque comme on est des humains, on est capable de décrire, discriminer, dire ça oui, ça non. Et l'algorithme va récupérer ces données et s'améliorer. Et on est loin de ce point de vue-là, de cet Internet du partage et du crowdsourcing, c'est-à-dire tout le monde participe à un petit truc et va valoriser. Je viens de voir dans le Canard de cette semaine que les 2000 et quelques bénévoles de Météo France qui envoyaient leurs données de relevé de leur jardin sont en train d'être remplacés par des petites machines. Un merveilleux dessin de Diego Aranega sur ça. Voilà, le travail spéculatif, parce que ce qui est important, c'est que les tâches sont beaux être simples. Chez Mturk, ils vont être payés, les centaines de milliers de personnes qui vont cliquer, des micro-paiements de quelques centimes, voire de quelques dollars. Par exemple, chaque mois, un turker, alors vous avez compris que le mot turc vient de cette simulation au XVIIIe siècle d'un faux robot qui pourrait fabriquer l'ensemble. Vous pouvez, vous aussi, commander une petite vidéo, 10 €, mettre à jour des pages de statistiques sur Wikipédia, ranger des chansons dans une playlist, voilà, tout ça, c'est du digital labor. Tout ça est un travail, vous l'avez compris. Mais il faut, pour qu'on puisse le considérer, sortir de cette logique de l'expert qui sait et de celui qui ne sait pas. Et puisque là, il s'agit de produire de la valeur avec une sorte de faible compétence. Voilà, les travailleurs mal rémunérés des fermes à clics créent une apparence de popularité en ligne, par exemple. Vous voyez, c'est assez intéressant, ça, sur le Guardian, il y a écrit que l'article a plus de 8 ans. C'est très intéressant non seulement de sourcer, mais en plus de voir depuis combien de temps il est là. Voilà. Une page Facebook, c'est aussi un traducteur. Aimez-vous les courgettes a eu des centaines de personnes qui l'ont liké. Et en fait, c'est faux. C'est une équipe de travailleurs de Dhaka au Bangladesh dont le patron a exigé 15 $ pour 1000 j'aime. Il a des fermes à clics avec des gens qui cliquent toute la journée pour valoriser les trucs. Tu peux payer ça, tu peux te l'acheter. C'est de la pure exploitation humaine complètement invisible, ça faisait longtemps. Et ça se retrouve chez Trump, qui est un exemple, c'est mon deuxième assez malsain, complètement dingue. En 2016, voilà, il fait une présentation dans une conférence politique, il a besoin de sliders avec des diapositives, il envoie les images à Fiverr, un site qui te fait tes diaporamas vite fait. Et puis voilà, bonjour mesdames et messieurs, je vais vous présenter mon diaporama. Et puis les gens qui ont enquêté se sont rendus compte dans le Today du 17 novembre que la personne qui avait fait ça, c'était cette petite adolescente de 15 ans qui fait ça pour gagner un peu de dollars dans son pays. Elle est de Singapour pour se payer un appareil dentaire. J'avais dit que c'était un peu sordide. C'est-à-dire, et évidemment, Donald Trump, dans son discours, a plutôt tendance à dire qu'il y a des centaines de milliers d'emplois américains qui disparaissent. Ça n'empêche pas de faire ce genre de truc. Elle travaille à la pige. Elle a commencé en primaire, elle travaille à la pige pour des clients depuis 2 ans. Elle a été interviewée. Elle avait un peu de mal à dire ce qu'elle en pensait. Non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que le système d'exploitation fait qu'il faut quand même plutôt fermer ta gueule. Complètement fou, des fermes à clics avec des gens, on va dire Macédoine, à Singapour, Kazili a cité des pays francophones qui vont nourrir Internet d'éléments donnés. L'article de l'Obs, l'article de Kazili, qui a fait lire Trump des millions de tâcherons du clic sous-payés. Voilà ce qu'est le digital d'abord. Notre deuxième partie est presque terminée sur 3. Il me reste moins de 10 minutes, un peu plus. Il nous manque de savoir comment on va pouvoir qualifier la mienne d'activité de grands blancs riches cultivés, qui a donc la chance, par le hasard de la naissance, de ne pas être au Bangladesh en train de cliquer. La seule, c'est même pas un mérite. En quoi mon activité d'internaute va participer? Cette notion de travail en miettes de George Friedman est tout à fait pertinente pour pouvoir décrire des tout petits trucs qui se font en ce qu'on appelle du micro-travail.
qui va avec la valorisation de Uber, la valorisation de Uber Eats qui te livre des trucs, des pizzas en 10 minutes, avec les petits dark supermarchés qui fait qu'on te livre en 10 minutes. Voilà. Tout peut être fait très très vite par des gens qui font ça pour un bal de rien du tout. Pendant longtemps, c'était fait sans qu'on le voie dans des pays lointains. Aujourd'hui, ça peut être fait en bas de chez toi. Voilà, l'activité du travail laborieuse se trouve éclatée, parcellisée, effectuée avec une cadence soutenue par une masse d'ouvriers qui ont perdu leur savoir-faire. Ça va devenir compliqué. Ça a plein de petits endroits, dans plein de temps différents, avec des gens qui ne sont pas qualifiés, donc on va avoir du mal à unifier pour pouvoir décrire ce qu'ils font. Voilà, les turkers réalisent des tâches que n'importe qui pourrait effectuer, voir, c'est ça l'ironie de la remarque de Casilli, voir ce qu'eux-mêmes peuvent faire quand ils sont dans les loisirs, ils peuvent liker des trucs sous forme de jeux, de navigation, de bavardage en ligne. Le système M-Turk est moins un ensemble de tâches spécialisées qu'une manière de replacer les activités de non-travail dans le contexte d'opérations productives. Mais on a du mal à faire la différence. On a du mal à voir ce qui est quand tu likes pour le plaisir et quand tu likes parce que tu es payé une misère. Le Digital Labor pose cette question. C'est aussi simple que ça. Vous ne connaissiez pas le nom, moi non plus. Vous ne savez peut-être pas toujours, et moi non plus, puisqu'il y a encore opposition, je vous dis qu'il faut lire le livre pour comprendre l'enjeu. En fait, c'est comment peut-on qualifier ça? On a au moins un terme qui permet de circonscrire cette question. L'accent avec le Digital Labor porte sur l'extraction pure et simple de données issues de la masse des usagers et non plus seulement des plus spécialisés et qualifiés d'entre eux. Il ne s'agit pas seulement de faire de la prescription en disant « moi je suis prof de philo, donc je dis de lire ce bouquin ». Voilà, le régime de production ne suppose pas de compétences. Assembler, liker, revaloriser, repartager. Voilà, nous pourrions, en étant extrême, dit Casilli, dire qu'il y a un Digital Labor dès que tu es en ligne, puisque les contenus viennent vers toi et que tu vas réagir, être connecté à un service suffit, car l'information va circuler. Alors, je reviens à Dominique Cardon, parce que on ne parlait pas de lui, mais je vais commencer à les confronter un peu pour qu'on voit de quelle façon ça peut se passer. Il était encore dans cette émission de France Inter en train de parler du Facebook qui a du mal à gérer cette modération, mais il va nous dire tout simplement ce que Facebook cherche à faire en fait. Évidemment, il y a des intentions et des objectifs que Facebook donne à son algorithme. Et parmi ces objectifs et ces intentions, il y a celui d'optimiser une variable. Et cette variable, c'est le temps que nous passons à consulter Facebook. Donc en fait, ils ont énormément de signaux ou de variables sur ce que font les utilisateurs. Très important, vous êtes peut-être assez vieux pour connaître la bonne vieille formule de TF1, je vends du temps de cerveau disponible, c'est exactement ce qu'ils font. Mais avec quelque chose qui est beaucoup plus addictif, c'est le fait que je participe. Et pour m'aider à être le plus longtemps possible attentif à ça, marché de l'attention, on a déjà parlé avec Hartmut Rosal, l'accélération de notre époque, et avec Matthew, c'est pas Robert, c'est pas grave, un philosophe américain qui parle aussi de cette écologie de l'attention. Ce que Dominique Cardon est en train de préciser là, c'est que comme je produis de la donnée par ma localisation, par mes likes, et que ces données sont récupérées, ben ça va encore plus aider le système à m'attirer. Qui sont des enregistrements de nos actions, de nos activités, de nos clics, du temps qu'on passe à regarder tel ou tel contenu. Et ils vont chercher à trouver quels sont les meilleurs contenus pour nous faire rester le plus longtemps. Mais donc, il y a une sorte de coproduction entre les traces données par les utilisateurs et les choix que font Facebook. Très important, une espèce de coproduction. C'est-à-dire, ce que Facebook me fait manger, c'est un peu ce que j'aime bien parce qu'il a réussi à le savoir. Et c'est là où je suis participant de la production de ce qui m'est donné, c'est là où il y a un travail. L'enjeu n'est pas forcément celui de savoir si c'est payé ou pas, c'est que dans le Digital Labor, il y a l'idée que quelque chose est produit qui n'est pas juste du loisir, qui n'est pas de l'intelligence, qui est un travail intelligible, c'est-à-dire un travail qui a du sens en classifiant telle ou telle chose. Et c'est cette reconnaissance-là qui me semble au cœur d'un des sujets de notre époque et de son avenir surtout, même si ça date de 2009. Qu'est-ce qui se joue là comme enjeu de perte de ses propres données, de sa propre attention,
sur ce qui se passe autour de nous. Je vais prendre juste un exemple pour essayer d'être concret. Allez-y. Les révélations de Francis Haugen ont fait apparaître que Facebook donnait plus de poids au contenu qui avait cette petite image émoticône de la colère par rapport au cœur. Hein. Alors pourquoi Facebook fait ça? Facebook fait ça parce qu'il a observé nos comportements. Et il a observé nos comportements, et prenez votre cas, je prends mon cas, on a notre fil d'actualité sur Facebook, on voit passer plein d'informations intéressantes. Le Monde sort une grande enquête sur la France en 100 articles différents, tel ou tel journal fait ou telle information. On trouve ça intéressant, puis on se dit, bah, ça a l'air vraiment passionnant, mais je ne vais pas le lire, je passe. Puis tout d'un coup, il y a un haineux qui interpelle un autre haineux, et ils sont en train de se disputer. Et là, tout d'un coup, mon attention s'arrête, et je vais commencer à cliquer, puis je vais regarder les commentaires, puis je vais regarder les raisons de la dispute, etc. Mon clic, mon attention, le temps que je passe dessus, je donne à Facebook un signal que ça m'intéresse. Ce que dit Frances Haugen, c'est qu'au-delà de ça, le second contenu dont vous parlez, le contenu haineux, va être plus valorisé que le premier contenu avec du fond, avec de l'enquête. C'est l'algorithme qui le valorise. Ce ne sont pas les utilisateurs en l'approuvant. Alors, ce que je cherche à vous dire, c'est que nous le faisons ensemble. Parce que si Facebook les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Si Facebook le fait, c'est parce qu'il sait que nous sommes plus attentifs à ce type de contenu. Mais très important, et c'était déjà dit par Casilli aussi, on a tendance à mettre sur le dos de l'intelligence artificielle quelque chose qui est coproduit. Si on se fout sur la gueule et que je m'arrête un instant pour regarder, c'est un intérêt qui va m'attirer plus longtemps. Voilà. On revient à Casilli. En poussant ce raisonnement, nous pourrions identifier la forme du digital labor comme l'acte même d'être en ligne. Être connecté à un service suffit, car on peut parler d'extraction d'informations quand l'entreprise enregistre et analyse les données d'une requête insérée dans un moteur de recherche. C'est très bien qu'à force de chercher, on parle d'Internet intelligent, voilà, si je cherche Saint-Honoré, assez vite, il saura si je cherche dans un quartier de Paris ou des gâteaux. Et il va plutôt me proposer l'un ou l'autre. Il suffit d'ailleurs de se connecter sur le Google de quelqu'un d'autre pour voir que c'est très, très fin, de plus en plus efficace. Voilà, il y a les requêtes cherchées, l'authentification pour accéder à une plateforme, la synchronification de dispositifs mobiles qui sont tracés en permanence, c'est-à-dire mon téléphone va sur ma boîte mail, qui regarde à peu près où je suis. Voilà, tout ça, c'est même pas du clic en fait, mais c'est de la donnée qui va intéresser l'ensemble. Alors, la petite surprise rigolote dans le genre pas rigolo, c'est un exemple de production intellectuelle qu'un humain ne peut pas faire, ce sont les CAPTCHA. C'est-à-dire le petit truc qui fait qu'on me demande si je suis un robot. Il y a certains matins, quand je me réveille doucement, j'ai du mal à savoir si j'en suis un. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On a l'impression qu'on est en train de prouver qu'on n'est pas un robot, puisqu'il y a des méchants hackers qui vont continuellement, par des machines, interroger mes mots de passe pour essayer de les supprimer. Voilà, on a un autre système qui fait que je dois dire où est le pont. Alors, c'est assez fort parce que c'était déjà assez vexant de savoir qu'il fallait que je prouve que je suis un humain. Je me dis, ou alors, peut-être quelquefois, je ne m'en rends pas compte, mais ce que dit Casilli, c'est que avec ce CAPTCHA, on récupère des mots de passe et puis on s'authentifie, mais on ne fait pas que ça, en fait. L'interface demande aux utilisateurs de vérifier qu'ils sont humains. Sans le savoir, toute personne se prête à la tâche, contribue à la numérisation des textes de Google Books. C'est-à-dire que, pour le dire d'une façon simplette, cette forme-là a dû être scannée dans un livre de telle personne et le robot n'arrive pas à le reconnaître. Si on est plusieurs, des centaines, à dire que c'est la bonne phrase, il va l'enregistrer et le reconnaître dans un prochain scan de livre. Quand je dis que c'est un pont, je vais aider Google Street View à identifier des ponts. Je vais lui apprendre, mais je vais participer, alors que c'est tout à fait innocent, à l'ensemble de cet apprentissage. Voilà. Dernière partie de comment on peut évaluer ça. J'ai essayé en 5 minutes. Comment ce travail qui a l'air immatériel peut redevenir matériel, comment il peut justement passer par de l'argent, puisqu'on a bien vu que le logiciel de don, de plaisir, de loisir faisait que ça empêchait de voir qu'il y avait un travail. Et je pense que les exemples que donnent Cardon et Casilli sont assez forts pour voir qu'il y a de l'attention soutenue, du clic, du like, de la valorisation, des playlists qui sont tout un tas de travail qui vont servir à l'algorithme à m'exploiter aussi d'ailleurs.
2 fois, c'est-à-dire à m'exploiter en tant que donneur de données, mais en feedback, en ordonnant de nouveau. Ce que dit Casilli, c'est qu'on a un problème avec la frontière de savoir si je suis en train de bosser ou si je suis en train de glander. Voilà, puisque le digital d'abord, c'est dans mon quotidien, pas seulement devant un bureau. Ça peut tout à fait avec l'Internet des objets, les smartphones. Voilà, dis-moi, c'est pas Digi, comment ça s'appelle, quand je parle à mon enceinte connectée, Siri. Et puis, je peux parler à mon four, je peux interagir avec lui, je peux interagir avec mon enceinte pour utiliser quelque chose. Voilà, tout ça est dans des lieux un peu flottants. Et puis, les utilisateurs doivent émettre ces données dans des dispositifs qui sont embarqués. Il y a beaucoup d'objets qui sont connectés et qui sont capturés pour continuer à faire ça. C'est ce qu'on va appeler l'économie collaborative ou économie du partage, sharing economy, c'est-à-dire on a continuellement un écosystème qui fait qu'il y a de la mobilité, je me déplace, les utilisateurs sont constamment en train d'émettre des données et en même temps, l'algorithme va les récupérer et les revaloriser. Cette sharing economy, ça fait qu'on a du mal à dire que c'est un travail et on va avoir du mal à mettre d'un côté je suis un usager ou je suis un récepteur. Les algorithmes d'appariement, comment on rapproche de choses, mettent en contact 2 catégories d'usagers, les demandeurs d'un service et ceux d'un produit, et puis on va avoir du mal à les distinguer. Exemple le plus connu, entre matériel et immatériel, on va avoir du mal, Uber. C'est-à-dire que Uber valorise énormément le fait que ce serait un algorithme qui conduit la bagnole ou qui le fera bientôt. Mais en fait, c'est un mec qui a une bagnole qui prête sa bagnole. Qu'est-ce que vend Uber? Tout comme M. Vittel ne vend pas d'eau, il fabrique des bouteilles de plastique et puis il met de l'eau qu'il a récupérée gratuitement quelque part. Il n'invente pas l'eau. Eh bien là, en fait, il y a un mec qui a une bagnole, moi j'en ai pas, et Uber, lui, il fait que faire une interface. Mais il va plus loin avec le temps puisqu'il a l'idée qu'il va complètement transformer le transport urbain et changer les rapports économiques des personnes les unes avec les autres. Voilà ce que décrit Casilli sur Uber, auquel il a consacré un livre, c'est que ce qu'on croit être une gestion intelligente d'une plateforme qui a fabriqué des choses nouvelles qui pourraient par un algorithme se gérer tout seul. Non, c'est juste de la mise en réseau efficace. Cet ouvrage, En attendant les robots, est consacré justement à démystifier justement le discours marketing de Uber, en montrant que quand Uber propose par exemple du véhicule autonome, en réalité, il propose la mise au travail de ses chauffeurs, mais aussi de ses passagers qui produisent de la donnée pour, améliorer les GPS, mais aussi améliorer des systèmes de vision, et que ces véhicules autonomes, même dans les versions qui existent aujourd'hui, ne sont pas si autonomes que ça, ne sont pas sans chauffeur. Comme on l'a démontré en mars 2018, quand il y a eu le premier accident mortel en Arizona impliquant un véhicule de Uber, à l'intérieur du véhicule, il y avait une personne. Il y avait quelqu'un qui était au volant, sauf qu'il conduisait via un écran, par écran interposé. Et cette personne, on l'appelle plus un chauffeur, c'est tout simplement un problème de sémantique du point de vue de Uber. On l'appelle un opérateur de conduite. Mais cette personne-là, qui est censée empêcher les accidents, évidemment, est quelqu'un d'inéliminable. On ne peut pas s'en passer. Mais alors, il est sur un sujet précédent, sur un livre précédent, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va supprimer les emplois, va le faire disparaître? Il dit non. Mais il dit quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est il y a un humain qui produit de la donnée en conduisant, en interagissant avec le véhicule, et puis il y a un humain qui est conduit et qui produit de la donnée en montrant des chemins, en allant d'un point à un autre et en disant que c'est pertinent. En même temps, aujourd'hui, Uber qui finalement propose un service qui renvoie au service traditionnel de taxi, puisqu'on a un chauffeur et les voitures utilisées sont des voitures traditionnelles, développe, c'est ce que vous expliquez Antonio Casilli, chez les chauffeurs, des compétences différentes, lesquelles? Tout à fait. Des compétences finalement de producteurs de données, parce que ce que je propose comme idée, comme hypothèse, est que Uber ne soit pas une entreprise de transport urbain. Au contraire, elle soit une entreprise
entreprise qui gère et produit et traite des données. Les données produites par chacun d'entre nous quand nous nous connectons à cette application qui marche très bien, pour être franc, et qui en même temps est très efficace, c'est-à-dire qu'elle capte nos données, même quand nous l'éteignons. Donc, par exemple, les passagers sont tracés et leurs données sont monétisées, attention, pas vendues, monétisées, c'est-à-dire qu'ils arrivent effectivement à faire des flux de comptants grâce à ça. Et après, ensuite, ces données sont même utilisées pour, par exemple, préparer des algorithmes d'amélioration du trafic urbain, donc sont peut-être monétisés via les municipalités qui les achètent ou qui passent par ces données-là, et aussi pour améliorer la performance des véhicules autonomes, qui, grâce à ça, évite de foncer dans des arbres ou arrive à reconnaître la bonne route à prendre en cas de trafic, en cas de blocage, ainsi de suite. Voilà, même chose avec Airbnb qui met en contact une personne avec une personne. Voilà, quelqu'un loue, quelqu'un prête son logement. Enfin, non, ne le prête pas justement. Et puis le système renvoie la valorisation avec une imagerie qui va d'accueil, de simplicité de contact avec les autres. Voilà, la fin de cette histoire, c'est que c'est le public en fait qui produit. C'est l'ensemble de nos données qui est récupéré, mis en réseau, monétisé, réinjecté dans le système pour améliorer la machine ou pour mieux me capter. Mais il y a là-dedans, si vous ne vouliez pas dire un travail, en tout cas une valeur, et pas une petite valeur, et pas une minime valeur qui est au cœur même du système d'exploitation. Les publics comme force productive, les médias exerçait de manière prévisible la fonction de production avant. Voilà, il y a un média qui produisait quelque chose, la télé, et puis l'annonceur, c'était le client, et puis le public, c'est celui qui était le marchand, la marchandise. On lui vendait un baril de Bonux. Là, ça s'est un peu déplacé en tant que producteur de données, puisque moi, je produis de la donnée. Mon statut a changé, en fait. Je suis à la fois la marchandise et je suis à la fois le travailleur. Et il reprend ce dicton que vous connaissez sans doute, si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Et Antonio Casilli dit, si c'est gratuit, c'est que tu y travailles. C'est la contrepartie. Je produis ça. Voilà, finalement, ce qui est assez compliqué pour le considérer comme un travail, c'est que nous ne sommes pas de simples spectateurs. Nous produisons quelque chose, mais en même temps, nous ne sommes pas conscients que nous sommes en train de le produire. La conscience exacte du moment où le dispositif numérique est en train de commander le travail ou être dans la l'oisiveté et la détente n'est pas très claire, en fait, et ne le sera jamais. C'est ça la grande force de ce système. Voilà, les marchés de médias numériques perturbent la notion même de travail, c'est la conclusion, parce que le temps dédié à l'activité travaillée déborde et infiltre le temps de vie. On a perdu en 10 ans 1 heure de sommeil avec de la lumière bleue en regardant des conneries. Voilà, ce que le vieux cri syndical que rappelle Casilli, nous voulons 8 heures pour travailler, 8 heures pour nous éduquer, 8 heures pour nous reposer, ça n'a plus de sens. Ça transforme profondément la notion de travail et la notion d'optimisation de ce travail. Dans le travail du consommateur, Marianne Dujarier analysait déjà ça, comment petit à petit, nous coproduisons ce que nous achetons. Nous passons notre vie à améliorer le système en y participant. Voilà pourquoi un des chapitres est sur le rapport aliénation-exploitation. Dans quelle mesure il y aura aliénation? On aurait perdu les liens, on ne saurait plus tout à fait comment faire. On va inventer, Ursula Huss, l'idée de cybertariat, c'est-à-dire de prolétariat de la cybernétique. Comment est-ce que tout ça peut être rémunéré? C'est là où le schéma devient très compliqué. J'avais parlé de Yann Moulier-Boutan dans une autre conférence qui est en ligne sur ce capitalisme cognitif, c'est-à-dire comment tout ça, c'est pas de l'activité, c'est de l'activité de connaissance. Une machine ne peut pas le faire, on a bien vu, et elle a plutôt même besoin de gens qui sont derrière. Et voilà, avant, la valeur produite, c'était du brut. Là, c'est une activité. Alors, si on joue sur les mots de façon pertinente, c'est pas intelligent, c'est intelligible. On ne peut pas faire une playlist si on est un robot. Voilà, il est doté de sens et il est fait pour être partagé, pour être évalué et pour recirculer. C'est un humain qui donne du sens à des objets qu'il classe, qu'il collectionne en un sens, et en mettant cet ordre, il lui donne du sens qu'il remet dans le système et qui est lui-même valorisé. Voilà. Valorisation de l'intersubjectivité entre des humains les uns avec les autres.
Ce qui fait que c'est le travail lui-même qui est exploité. La formule est assez belle. Voilà. Ce qui empêche les digital laborers de se reconnaître, comme dit Carlo Formanti, c'est qu'ils sont exploités et heureux. Excusez-moi de ce rire qui n'est pas cynique, c'est un peu nerveux. Voilà, le contexte du digital labor questionne qui utilise, qui travaille. Première question. Quand on est un hacker, on serait une sorte de travailleur du web, mais plus spécialisé, plus pointu, plus malin. Le digital laborer, rappelle Casilli, c'est le précaire, c'est celui qui n'est pas dans le touche-à-tout créatif, qui est juste le gars de base qui clique et qui dit voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est la petite image qui vient du site d'Antonio Casilli, qui est une petite merveille. On voit d'autres vidéos où il intervient et d'autres extraits d'articles qu'il a fait. Et comme il a collaboré avec Cardon, et je vous dis, dans la dernière partie du livre, à 6 euros, il débat avec lui. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur le statut qu'on pourrait donner, de quelle façon il pourrait y avoir rémunération. C'est assez compliqué. J'ai évoqué la piste du don de sang qui fait que dès que c'est rémunéré, quelque chose s'arrêterait. Donc, ça, c'est l'argument de Cardon. Casilli précise qu'il a défendu l'hypothèse d'un revenu de base qui serait associé au digital labor. Le fait de reconnaître le travail des utilisateurs des médias numériques, énoncer les formes, les contours, peut servir de base à ça. Et il y a en effet en 2013 un rapport sur la fiscalité numérique qui fait qu'on a fait l'hypothèse que ça pourrait être valorisé. Cardon en face, lui, je vous dis qu'il y a possibilité de démobilisation si c'était rémunéré. Donc, il ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, les deux sont d'accord sur ce qu'est le digital labor. C'est un travail et sans doute quelque chose qui va se retrouver énormément entre nous tous. Je vous remercie. Je regarde les 6 questions. Vous pouvez remettre votre micro si vous avez des petites questions auxquelles je peux répondre. Le pouvoir communiste chinois s'est donné tous les moyens nécessaires pour contrôler et réguler Internet, les réseaux sociaux chinois. Oui. Vous avez plus que raison. C'est certain. Et c'est un système de pouvoir invraisemblable qui échappe à la raison. On se demande comment on peut arriver à canaliser quelque chose comme ça. Si vous avez l'occasion, Antonio Casilli s'est intéressé, je vous ai dit, aux trolls, aux pratiques vraiment borderline. Il s'est aussi intéressé aux débordements liés aux réseaux sociaux. Il a une comparaison assez trash qu'il a fait pour le TEDx à Toulouse. C'est vraiment quelqu'un de très passionnant. Vous savez, il y a eu des émeutes à Londres 2018, un truc comme ça. Et voilà, d'un seul coup, c'est une sorte de folie, l'anarchie, tout va aller mal. Alors que les mêmes réseaux sociaux avaient permis des mouvements en Égypte et qu'eux étaient vertueux. Donc, il analyse comment les réseaux sociaux peuvent passer de vertueux à diabolique selon l'endroit du pouvoir où on se trouve. Laurent Prével, bienvenue, monsieur le directeur. Toujours. Merci, Ghislaine. Le combat actuel sur la vision d'Internet, 3 visions différentes, oui, c'est assez juste. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que cette compréhension d'Internet est un sujet qui arrive en philosophie, mais que, vous voyez, ce sont 2 sociologues encore. Et d'ailleurs, la conférence sur la pizza et la philosophie, ça vient aussi de la sociologie. Je trouve que les objets qui nous entourent quotidien sont plutôt appréhendés par les sociologues en France, dans le monde latin, dans le monde anglo-saxon, ça a l'air un peu d'être différent. Ah, on ne peut pas réactiver nos micros. Ben alors, c'est de la censure. Voilà, comme ça alors. Voilà, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous vouliez dire, M. Prével, sur les 3 visions de l'Internet, États-Unis, Chine, Europe? C'est un peu un combat, voilà, un combat on est en plein dedans. Hein, voilà, on essaie, et surtout l'Europe essaye d'être un des 3 compétiteurs. Les 2 autres, ils sont bien identifiés et bien en place. L'Europe, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est un peu nombreux, mais on va y arriver. Vous voulez dire qu'il y a un rapport de force de leadership entre les 3 entités et qu'il passe par la valeur qui est donnée à Internet? Oui, il y a vraiment 3 visions d'usage complètement différents et on ne sait pas lequel va gagner. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une formule d'un de mes amis entrepreneurs sénégalais que j'aime beaucoup qui m'a dit on est passé du statut de
utilisateur de l'Internet à utilisé par l'Internet. En fait, même, on est tous utilisés par l'Internet, en fait. On ne se rend pas compte, mais on est passé… voilà, on est des pigeons maintenant. Ce qui fait que la remarque de Jean-Cry, l'application Covid sert à collecter des données, bah oui. Mais c'est bien un des débats qu'on a entendu sur cette application, c'est que cette collecte de données existe par ta carte bleue depuis la nuit des temps, pas qu'un peu. L'AFNOR ouvre prochainement une commission de normalisation IA de confiance. Oui, et normalement, j'en serai. Donc, voilà. Ben, on compte sur vous pour la prochaine. En juin, il y a. Est-ce que les algorithmes veulent notre bonheur? La conférence d'histoire des idées. La réponse est non à première vue, mais j'espère que ça sera amélioré d'ici là. Monsieur Théo, tu dis l'IA dans le travail de modération des contenus sur Internet entraîne de la discrimination algorithmique. Ce que décrit Kazili, c'est aussi vraiment des tâcherons de gens qui travaillent comme des esclaves, en fait, hein, dans des fermes à clics qui modèrent. Ce qui fait que l'artificiel digital dont parle Kazili est quand même tout à fait effrayant parce qu'il dit un fantasme de l'intelligence artificielle qui fait que tout se modulerait par soi-même, mais il y a du travail d'esclaves derrière. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Franck.